tout est là. Le secret, c'est vraiment l'amour. On est amour. L'univers est amour. Et on l'a complètement oublié. Toute ma vie, c'était un combat. Dans la vie, si tu veux réussir, faut te battre, faut y aller, faut... Voilà. C'est ce qu'on inculque à tous, mais en fait, faut déposer les armes. Ah, c'est super, tu vas me guérir, ça va être génial après. Je dis non, moi je suis pas une magicienne. Le boulot, c'est toi qui vas le faire. Par contre, je peux t'amener les clés. Et donc, ça a été tout un chemin. En fait, nos enfants sont nos maîtres. Hein. Ils m'ont remis aussi beaucoup sur le chemin de cet amour-là. C'était pour moi comme une espèce de volonté assez forte à ce moment-là de dire non, je reviens, j'ai pas fini. Merci donc d'accueillir Coralie installée sur les canapés, tout droit venue d'Allemagne, si je ne m'abuse. Oui, bonjour Coralie. Bonjour. Merci d'être avec nous et merci de vous raconter, de vous révéler, de parler de vous. Je sais que c'est un exercice qui n'est pas toujours simple. On va voir. On va voir, mais tout va bien se passer, évidemment. Alors, on va surtout voir ce qui justifie aujourd'hui le fait que vous puissiez aujourd'hui nous accompagner et ce que vous préconisez. Mais j'avais 2 questions à vous poser en ouverture. Est-ce que vous avez repris la moto ? Ah non, plus jamais de ma vie. Par contre, je fais du VTT des petits downhill. Mais c'est moi qui maîtrise et il n'y a pas de voiture autour. Bon, donc plus de moto ? Non. Depuis 99 ? Depuis 99. Bon. Et la deuxième question, c'est, et la santé, comment ça va ? Super bien. Parfait. Alors on commence déjà évidemment par des notes positives, parce que vous revenez de loin, mine de rien. Eh bien oui, j'ai eu pas mal d'accidents justement dans ma vie, et des gros accidents, on va dire, qui m'ont effectivement ouvert les yeux à chaque fois sur un moment où j'ai été un peu perdue et il fallait que je me réveille en fait. Et donc on peut effectivement commencer par ce premier accident de moto en 99. Donc j'étais sur la fin de mes études, hein, j'étais en stage de DESS à l'époque. École de commerce ? Alors j'ai fait une école de commerce et après j'avais fait encore un DESS à Aix-en-Provence. Et au départ je voulais chercher un stage à Singapour parce que j'adore voyager. Hein. J'avais fait pas mal d'études déjà, Erasmus, etc. à l'étranger. Et je voulais repartir à Singapour et puis ça n'a pas marché. Donc du coup je me suis rabattue sur à nouveau la région parisienne et je suis partie faire un stage chez Bosch à Drancy. Et puis à l'époque j'avais un copain. Et puis on est sortis un soir et on est passé assez tard pour rejoindre une autre soirée à minuit. Et là, j'avais une petite voix qui me disait « Attention, il était en moto ». Donc, il était motard, j'étais passagère. Et ce soir-là, je me souviens, je lui ai dit « Mais je ne sais pas combien de fois, l'arrière de la moto, tu ne prends pas le périph', tu ne prends pas le périph', tu ne prends pas le périph'. » Et puis, il s'est avéré que après j'ai perdu connaissance, etc. Enfin, bref, il s'est arrivé un accident. Parce qu'il prend le périph'. Parce qu'il prend le périph'. Et donc, j'apprends ça 10 jours plus tard, après traumatisme crânien, hémorragie cérébrale, coma, EMI, enfin bon. Qu'effectivement on était sur le périph' et qu'il y a 2 voitures qui, paraît-il, nous sont rentrées dedans et il y en a une qui m'a fauchée, enfin bref. Alors ça, je sais pas, c'est ce qu'il m'a raconté, parce que moi, évidemment, je me souviens de rien et puis je n'ai pas l'intention d'aller le chercher. En revanche, l'EMI, vous vous en souvenez ? Alors, je m'en souviens dans le sens où j'étais au-dessus de mon corps et puis je voyais plein de gens qui étaient autour de moi. Sur les lieux de l'accident ? Non, à l'hôpital. À l'hôpital. D'ailleurs, souvent, j'ai encore le pimpon de l'ambulance qui me vient de temps en temps, malgré, ça fait quoi, 20 ans ? Ouais. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu un choix. On m'a dit, bon, tu fais quoi ? T'as le choix. Soit tu pars, tu nous rejoins, soit tu choisis de rester et puis de continuer, quoi. Ouais, de continuer ou de changer. On m'a dit c'était vraiment, c'est ta décision, tu reviens ou tu t'en vas. Je sais à quel point il est difficile pour toutes les personnes qu'on a reçues ici et qui ont vécu ce genre d'expérience, et notamment des EMI, de décrire. Et c'est mettre des mots sur ces choses-là, je sais que c'est sans doute l'un des exercices les plus difficiles parce que ça ne fait que, ça se ressent, ça se vit quelque part, et c'est difficile de mettre des mots. Mais essayons quand même de décrire ça. Parce que quand vous dites, on me dit, tu as le choix. Ouais. Qui, quoi, comment, où ? Qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Qu'est-ce qu'il est possible de décrire ? Déjà, on n'est plus dans le corps, on fait déjà partie plus d'un espèce de tout où il y a... on n'est pas seul en fait. À ce moment-là, on est accompagné. Il y a, je ne sais pas qui c'est quoi, mais moi j'ai senti vraiment on m'a proposé ce choix-là. Il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de... Non, c'est assez... De peur, d'appréhension, de doute, de questionnement ? Alors... Non, il n'y a pas de doute, c'est vraiment... Par contre, j'ai senti le poids, la décision que j'ai prise. C'était pour moi comme une espèce de volonté assez forte à ce moment-là de dire non, je reviens. J'ai pas fini. Et donc en fait, voilà, je suis revenue, sachant que quand on revient, après, on est dans un corps complètement
cassé, meurtri, qui fait mal. Et puis ensuite, je suis restée pas mal de jours dans le coma. Et ce coma-là, c'est un peu comme, je le décrirais presque comme La nuit noire de l'âme de Élise Labonté, où en fait, on est entre deux mondes. On est dans une espèce de noir, on ne sait pas ce qui nous arrive. Moi, j'avais l'impression d'être emprisonnée, en fait, vraiment emprisonnée, enchaînée, et de ne pas savoir ce qui m'arrivait, et d'être complètement abandonnée, en fait. Comment on ressort de cette expérience ? Alors, en fait, moi, j'en suis ressortie très, comment dire, avec beaucoup de gratitude, en fait, à me dire, waouh, quelle chance. de loin. Mais quelle chance. Enfin, c'est incroyable, quoi. Parce qu'avec le choc que j'ai pu avoir, je suis revenue. Et puis en plus, j'ai eu aucun séquelle. Alors qu'on m'a dit, Coralie, le choc à 1 centimètre plus à droite, t'étais paraplégique, quoi. Ouais, c'est ça. Donc une chance beaucoup incroyable. de chance dans votre malheur. Ah oui. Juste parenthèse, le pilote de la moto ? Alors lui, il s'en est bien tiré avec quelque chose à la cheville et tout. Bon, c'est tout. Okay. Très bien. Non. Bon. Donc, tout le monde s'en sort bien. Ouais, tout le monde s'en sort bien. Et puis moi, du coup, convalescence, etc. Et puis à ce moment-là, vraiment des cauchemars assez terribles, en fait. Parce qu'à l'époque, donc c'était avec mon copain de l'époque, et puis je faisais des cauchemars horribles, et je me souviens, je me réveillais à côté de lui, il me disait, je suis là. Et je n'osais pas lui dire, mais en fait, les cauchemars, c'était en fait parce que j'avais besoin de le fuir, vraiment, très fort. C'est-à-dire que vous viviez des situations avec lui, en rêve donc en cauchemar. Ouais. C'est gênant. Ah non, c'est très gênant, mais il faut savoir que j'ai été 5 ans avec lui, et que rupture, reprise, et que, en fait... tout le temps, j'ai senti que il me faisait pas du tout du bien. Pas du tout. Comment vous sortez de cette situation ? Eh bien, je pense que l'accident de moto m'a donné la force justement de vraiment arrêter cette relation qui était vraiment très très toxique pour moi. En tout cas, il y a un mot que vous dites, c'est chance. C'est-à-dire que tout ça fait que, malgré l'accumulation, les douleurs, les doutes, évidemment, on peut imaginer ça, vous considérez ça comme une chance ? Ah oui, pour moi, ça a été vraiment un coup de pouce de l'univers pour me dire attention là, tu vas vraiment sur le mauvais chemin. Ouais. Donc maintenant, fais quelque chose. 2010. Autre épreuve. Ah, oui. Et c'est pareil, là on va parler de la maladie, mais on peut se dire, souvent les gens, les thérapeutes, les accompagnants de vie, les coachs et autres nous disent, si le corps parle, c'est que visiblement vous n'avez pas compris quelque chose. Et il essaie effectivement de se manifester pour que vous mentalisiez un peu les choses. Oui. Sauf que, donc, entre 99, votre accident de moto, et 2010, il y a quand même un laps de temps. Ouais. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris pour que votre corps se manifeste encore à ce moment-là ? Alors, c'est l'histoire. Après mon accident de moto et après la rupture avec donc mon ex, là, j'ai vécu un moment, je me sentais vraiment très, très, très bien. J'avais retrouvé l'amour de moi, j'avais retrouvé mon respect, je faisais ce que j'avais envie de faire, et puis j'avais retrouvé toutes ces confiances que j'avais perdues au cours des 5 ans en fait, de ma relation avec cette autre personne. Et ça m'a apporté déjà, encore une chance incroyable, j'ai rencontré l'homme de ma vie déjà. Okay. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'incroyable. Donc en 2000. En 2000, donc 99, je suis rentrée dans ma première société et dans cette société-là, j'ai rencontré mon mari. Okay. Et on s'est mariés très vite d'ailleurs. Et on était dans une entreprise allemande. Moi, j'ai vite démissionné en fait parce que j'étais allée voir une autre société, j'ai fait autre chose. Et puis lui, il a eu des opportunités pour repartir au siège en Allemagne. Et donc, comme on venait d'avoir notre fils aîné, et que moi je bossais dans le transport pour l'industrie automobile, je bossais comme une tarée 12 heures par jour, même parfois j'ai fait 35 heures en 2 jours. Enfin, j'étais passionnée, c'était génial, c'était un super poste, des responsabilités, du challenge, enfin j'adorais ça, moi, c'était vraiment ça. Et puis quand j'ai eu mon fils, je me suis rendu compte, mais oui, mais t'as fait des enfants, mais tu veux le voir grandir, tu rentres à 9h du soir, enfin c'est quoi. Et quand mon mari a eu cette opportunité-là, c'était quand même la 3e fois qu'on lui proposait, et là j'ai dit à mon mari, allez, on y va. On y va parce que je veux changer de vie, ça va pas du tout, allez, on s'en va. Donc on part en Allemagne. Donc on est parti en Allemagne, j'ai tout quitté, le super job, la maison, la famille, les amis, on a tout quitté, on est parti en Allemagne. Et j'étais enceinte de mon 2e. Et donc je me suis dit, allez, j'y vais, la fleur au fusil, ça va être très bien, on va changer de vie. Et puis, alors, ça faisait quand même déjà 2 ans que je dormais pas parce que mon fils aîné était un petit peu compliqué. Donc ne pas dormir, c'est très difficile, plus allié avec le boulot, enfin bref, c'était un peu compliqué. Et quand je suis arrivée en Allemagne, là, je me suis retrouvée d'un seul coup toute seule,
dans un pays que bon, je connaissais pas. Heureusement, je parlais déjà la langue, mais pas évident, à m'occuper de mon enfant toute la journée. Et puis à attendre mon mari tous les soirs. Ouais, donc mère au foyer, en fait, vous passez de quelqu'un d'extrêmement active à mère au foyer. Je m'étais toujours dit dans ma vie, jamais je ouais, ne serai mère au foyer, je veux mon indépendance financière, etc. Ça. Donc ouais, et c'est là où en fait ça a commencé doucement, cette glissade vers une espèce de une vraie dépression. Ça a duré 3 ans. J'ai mis mon fils au monde en Allemagne, mais ça a été en fait une catastrophe, cet accouchement. Il a failli mourir, j'avais pas de péridurale. Enfin bref, c'était un peu compliqué. Et du coup, je pense que pendant 1 an, j'ai mis 1 an à m'en remettre physiquement déjà. J'étais en fait complètement. Ce qui était censé être mais en fait, l'Eldorado, c'était en fait, trop. est devenu un cauchemar. C'était trop. Puis en plus, j'avais pris tout sur mes épaules. Pas de la faute de mon mari, mais je me disais bon, déjà, je travaille pas, faut que je fasse tout. Parce que j'avais quand même vu le modèle de ma maman à l'époque, qui était ma mère en foyer et puis qui assumait effectivement tout. Donc burn-out ? Ouais, une énorme dépression, vraiment. Et puis surtout, en fait, tous les jours, je me disais, mais t'es nul, t'es foutu, ta carrière est foutue, ta vie est foutue, c'est terminé. Et puis donc, je me critiquais sans arrêt. J'étais jamais contente de ce que je faisais. J'essayais naturellement de faire mon maximum pour mes enfants, mais je trouvais que c'était jamais bien. Enfin bref, je me suis en fait auto-sabotée, mais au point où justement, je suis tombée malade. 2010. Cancer du sein. Voilà. Il y a ceux qui vont travailler avec les plantes, puis il y a ceux qui travaillent avec l'énergie divine, ce qui est mon cas. C'est pour ça qu'en fait, on peut tout traiter. On va mettre en corrélation l'âme, le corps et l'esprit. De ce fait, la personne va se soigner elle-même. On commence par 4 dates, 4 très belles dates sur Bordeaux, Lyon, Paris et Nice, à travers la voie Crystalis. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur, qui vibre profondément en moi et de plus en plus chaque jour, j'ai envie de vous dire, afin de partager, vraiment de faire partager dans cet atelier immersif avec toutes les personnes qui auront la chance d'être présentes et qui se seront donné la chance d'être présente, une manière de se reconnecter à qui nous sommes, de retrouver cet amour de soi, pas perdu, mais que l'on a oublié. Donc à travers les exercices que je vais proposer, tout simplement, on va, sous forme métaphorique, décanter, élaguer toutes les strates émotionnelles que nous puissions avoir, en tout cas les premières, pour retrouver cette lumière qui est en nous, encore bien dissimulée. J'ai toujours entendu en fait des voix, l'accident de moto, je l'avais entendu, même plein de petites choses dans ma vie. Quand j'étais petite fille, je faisais plein de trucs, j'étais une grosse casse-cou. Il m'arrive toujours des trucs, j'étais tout le temps à l'hôpital, mais avant j'entendais toujours attention, attention. Et puis là, je sens une boule au sein et puis je me dis c'est bizarre, allez on va aller voir le gynéco. Il regarde, échographie, non, pas de problème, c'est bon. Je dis, quand même, je trouve ça bizarre. Oui, alors on va vous faire une mammographie, pas de souci. Ok, bon, mammographie arrive. Il n'y a aucun souci, Madame Reichert, tout est bon. Ok, mais quand même, c'est gros. Ouais. Non, mais vraiment, il n'y a aucun souci, tout va bien. Donc, on part quelques jours en vacances, je me souviens, au ski. Et puis, j'étais pas bien. Et j'ai dit, non, mais ça va pas, il y a un problème. Vous le sentiez ? Je le sentais complètement. Mon mari me dit, mais non, mais c'est bon, ils t'ont dit tout allait bien. J'ai dit, non, non, ça va pas. Et donc, quand on est rentré 3 jours plus tard, j'ai rappelé immédiatement le gynéco et puis je lui ai dit, écoutez, j'ai besoin d'un rendez-vous maintenant. Et je lui ai dit à ce moment-là, écoutez, je suis désolée, vous pouvez me dire que tout va bien, mais moi, je veux que vous m'enleviez ce truc-là. Et ils m'ont dit, mais non, mais si vous voulez, je vous aspire, c'est du liquide, je vous l'aspire, il n'y a pas de souci, c'est rien. J'ai dit, non, vous ne me touchez pas. Demain, vous prenez rendez-vous à l'hôpital et vous m'opérez. Voilà. Et donc, c'est ce qui s'est passé, donc quand même déjà, merci parce qu'ils m'ont écouté. Et donc j'ai été à l'hôpital quelques jours plus tard, je me suis fait opérer une nuit, je reviens le lendemain. Et puis je me souviens encore, je venais de coucher les enfants, je descendais l'escalier et puis coup de fil à 21h. Et c'était le médecin qui m'appelait pour me dire « Madame Reichert, il faut revenir tout de suite, demain matin à l'hôpital, c'est pas bon ». Et j'apprends en fait que c'était un cancer triple négatif, ce sont les plus virulents. Et quand c'est pas pris en charge, en fait, ça peut très 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 vite, ça peut aller en 2-3 mois, on n'est plus là, quoi. Et au moment où j'ai eu ce coup de fil, ça a été la lumière. C'est assez étonnant à dire, mais ça a été la lumière de me dire, ok, maintenant c'est bon, ça suffit. Ça suffit. Maintenant ça suffit. Maintenant tu t'occupes de toi. Et maintenant tu vas y arriver. Autant on a des centaines de témoignages comme le vôtre, autant la prise de décision et l'action qui va suivre derrière n'est pas aussi facile que ça. Parce que quand vous vous dites « Ok, maintenant ça suffit, j'ai compris, tu t'occupes de toi »,
Par où on commence? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce que vous avez fait? Bah, là, c'est facile. Quand on a un cancer, on est pris en charge. On est pris en charge. Il n'y a plus qu'un truc à faire, c'est OK, moi j'ai un mari, des enfants, je ne veux pas qu'ils soient orphelins et veufs aussitôt. Et puis bon, maintenant, je vais me battre pour eux, quoi. Parce qu'au début, c'était même ça, c'était je vais me battre pour eux, même pas pour moi au tout début. Et puis après, on est pris en charge, on a les opérations, les chimios, la radiothérapie, enfin bref. Et le seul truc qui m'importait pour moi, c'était vraiment de me dire, les enfants, il ne faut pas qu'ils le sentent, il ne faut pas qu'ils leur marquent, et puis je vais bien, quoi. Parce que j'ai eu ce moment-là où j'ai pu revêtir un peu mon costume de guerrière, plutôt que la femme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Et pleurer. Voilà, et pleurer, et puis me dire, ah, c'est horrible, enfin bref. Et donc j'ai complètement changé. On peut avoir une phase comme ça. Hein. Bien sûr, mais évidemment. Mais pour moi, ça a été... Parce que, en fait, ça a été la suite de 3 ans de descente aux enfers, quand même. Hein. Alors, c'est horrible à dire, parce que je me suis occupée de mes enfants. Évidemment, je les aime, évidemment que c'était beau. Mais ça ne m'a pas empêché de moi d'être dans une déprime complète. Bien sûr, bien sûr. Et donc, cette descente aux enfers, pour moi, ça a été vraiment le cancer, ça a été le point d'appui pour remonter. Alors je dis souvent évidemment, et c'est pour ça que c'est important dans ce premier quart d'heure de pouvoir effectivement contextualiser un peu les choses et de voir d'où vous venez, d'où vous revenez. Ça c'est important. Mais ça n'en fait pas l'accompagnante que vous êtes aujourd'hui, ça n'en fait pas les lectures d'âme que vous préconisez aujourd'hui, etc., etc. Comment tout ça se met en place dans votre vie alors ? Alors, c'est un long chemin. J'imagine, oui. C'est un très long chemin. Alors, quand même, depuis toute petite, j'ai toujours reçu des choses, j'ai toujours senti des choses, j'ai toujours été hypersensible, mais on me dit tout le temps « Ah, mais toi, t'es hypersensible. » Bon, visiblement, vous n'avez pas écouté votre intuition qui a été là plusieurs fois, hein, qui vous a prévenu plusieurs fois, et que vous avez à chaque fois oublié, visiblement. Hein. Alors, je ne l'ai pas écouté souvent, mais vraiment dans les moments les plus critiques, là, ouais, je l'ai écouté. Okay. Et c'est là où, d'accord, à chaque fois, je me suis sauvée, en fait. Hein. Parce que là, alors je suis un peu dur de la feuille. Le coup de la moto, vous l'avez pas écouté, hein? Mais non, mais c'était pas moi qui conduisais. Oui, d'accord, mais enfin, vous n'étiez pas obligé de monter sur la moto non plus. Non, mais voyez, bon, pourtant, non, mais c'est facile à dire. Vrai. Avec le recul, encore une fois, il n'y a pas de jugement, hein, bien sûr. Hein, mais je pense qu'il fallait que je passe par là, de toute façon. Oui, il fallait en passer par là. C'est toujours comme ça. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Et ouais, il faut en passer par là, et bon, c'est comme ça. Et comment vous devenez ce que vous êtes alors aujourd'hui ? Après ce cancer du sein, en fait, donc je me suis vraiment reconstruite. Et pour moi, à chaque fois, cette reconstruction, c'est l'amour de soi. C'est arrêter de s'oublier et se recentrer vraiment. Et j'ai eu des enfants, enfin un enfant qui n'était pas vraiment facile, qui nous a fait un peu la vie dure. Et ça pouvait monter très très vite en escalation. Et quand on est un enfant comme ça, évidemment, c'est que l'adulte qui va pouvoir refaire tomber la pression. Et pour refaire tomber cette pression, il faut une force incroyable et surtout, il faut un amour extraordinaire et débordant. Et ça, je l'ai compris assez rapidement, comment on fait. Et c'est en donnant cet amour-là qu'on arrive. Et en plus, lui, quand il ressent cet amour si fort, eh bien, c'est ce qui le calme. Et donc, ça a été tout un chemin. En fait, nos enfants sont nos maîtres. Hein. J'ai tendance à beaucoup dire ça. Ils m'ont remis aussi beaucoup, beaucoup sur le chemin de cet amour-là. Sachant que mon socle, depuis 25 ans, c'est mon mari aussi. Parce qu'on s'aime d'un amour incroyable et on a une chance incroyable de s'être rencontrés. En tout cas, ça se sent dans la manière dont vous le dites et dans la manière dont vous décrivez les choses. Hein. Oui. On sent que c'est puissant. Hein. C'est vraiment un socle. Je pense je crois qu'il peut rien nous arriver. En fait, quand on est ensemble, on est ensemble tout le temps et c'est merveilleux. Et c'est justement ce socle qui, je pense aussi, doucement m'a ramené à tout ça et à m'amener à réouvrir un peu tout ce que j'avais fermé pendant toutes ces années-là. Des perceptions ? Des perceptions. J'ai eu ensuite, je ne sais plus quelle année c'était, j'ai eu un message de ma tante qui venait de décéder. Alors ça aussi, ça a été un truc. En clairaudience ? En clairaudience. Et alors là, je me dis, non mais c'est n'importe quoi. Non mais n'importe quoi. Non mais n'importe quoi. Je me souviens, j'étais en voiture, je rentrais du bureau, et puis ma mère m'appelle, et puis je lui dis, maman, il m'est arrivé un truc, écoute... c'est n'importe quoi. J'en parle à ma mère parce qu'elle est très très ouverte sur la spiritualité et tout. Puis elle m'a initiée à ça depuis toute jeune aussi. Et puis elle me dit, mais ma chérie, tu sais qu'elle est décédée il y a 2 jours. Et en fait, vous le saviez pas ? Et non, je le savais pas du tout. Okay. Et là je me suis dit, oh non mais enfin voilà, j'ai pas le choix. Et le pire c'est qu'elle m'avait fait promettre 3 fois de délivrer le message qu'elle m'avait donné pour ses enfants. Dans le message que vous recevez en clairaudience. Oui, elle me donne un message et elle me demande de le donner à ses enfants. Okay. Et elle me demande 3 fois. Elle me fait promettre 3 fois
de lui donner, de lui donner le message. 48 heures après son décès. Alors, je sais plus quel moment, je sais pas si c'était même pas le même jour, enfin c'était... Okay. Je sais plus. Et alors là, du coup, je me dis, oh là, super, il faut que j'appelle les cousins qui habitent au Chili, parce qu'on a une bonne partie de la famille qui habite au Chili. Mais j'ai pas le choix, je le fais. Ouais. Et mon mari, qui est très cartésien, ingénieur, etc., qui ne croit pas du tout en ces trucs-là, Ouais. je lui en parle aussi, parce qu'on parle de tout. Et lui ne me dit pas, mais t'es complètement folle, fais pas ça. Il me dit, écoute, si tu le sens, et si tu penses que c'est nécessaire et que c'est un devoir de le faire, mais fais-le. Que dit le message? On peut savoir? Je le dirai pas, mais de toute façon, c'est un message d'amour. Bien sûr. C'est un message d'amour. Bien sûr. Et donc je le fais, j'appelle les cousins, je leur dis voilà, j'ai un message pour vous, etc. Et puis je délivre le message. Ouais. Et ils le prennent comment? Et puis je raccroche. Alors c'est mitigé, bien sûr, c'est normal. Bien sûr. Votre maman décède et puis d'un seul coup il y a la cousine que vous n'avez pas vue depuis 1000 ans. Et puis qui appelle, qui dit un message. C'est un peu. Donc, il y en a qui sont beaucoup venus me voir parce qu'on se retrouve souvent en été et puis qui sont venus me voir, qui me demandent évidemment un peu plus de détails, mais je suis incapable de leur donner. En fait, je leur dis, mais je suis désolée, je n'ai rien de plus à vous donner. Je vous ai délivré ce que j'avais. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, non, mais c'est n'importe quoi. Et j'ai tout refermé. Rebelote. J'ai tout refermé. Parce que, ouais, j'ai tout refermé. Bon, mais après, voilà, la vie a fait qu'on a continué et puis je sentais que cet appel vers la spiritualité, ça tapait fort quand même au portail parce que ce que j'ai pas dit, c'est que quand j'étais jeune, très souvent, j'avais des moments de connexion très très intenses, des moments où on est... c'est des moments de grâce en fait, c'est des moments où on se dit mais waouh, c'est tellement extraordinaire, on ressent cette espèce d'amour inconditionnel fantastique. Que ce soit en méditation, que ce soit en contemplant la nature. J'ai eu ça très jeune, en fait. Et ces moments-là, j'ai toujours cherché à les retrouver parce que c'est tellement extraordinaire. Et je savais que c'est la spiritualité, c'est la recherche de soi, c'est tout ça. Et j'aspirais à ça de plus en plus et je sentais que voilà, j'avais besoin de revenir à ça. Et j'ai recommencé, en fait, à rouvrir tout ça, à me reformer, à écouter des podcasts, à lire plein de bouquins, à refaire de la méditation, à me retrouver à nouveau dans la nature. Ça a toujours été pour moi très très important, la nature. J'ai toujours senti une connexion incroyable avec la nature où je me sentais à ma place. Donc réouverture? Ouais. Réouverture et alors le Covid arrive, ça aussi un sacré truc pour le monde entier. Et là aussi, quête de sens, et qu'est-ce que tu fais? Magnifique, t'as coché toutes les cases. Magnifique maison, super boulot, les enfants magnifiques, le couple qui marche, enfin super, mais je suis pas bien quoi. Qu'est-ce qui va pas? Et là on se dit mais c'est n'importe quoi. Je suis un caprice, enfin, c'est quoi ce bazar? Et puis non, c'est parce qu'en fait on n'est pas du tout aligné à ce qu'on doit faire et que en fait j'ai un autre chemin qui m'attend. Et puis au début ça commence, je me dis bon mais en fait j'ai toujours rêvé de monter mon entreprise. Je vais y aller maintenant parce que le temps avance, je suis plus toute jeune et il est temps que... C'est maintenant. Voilà, c'est maintenant ou jamais. Et si je ne vais pas maintenant, je le regretterai toute ma vie. Et moi, un truc que j'ai eu toute ma vie, c'est je ne regretterai jamais rien. Donc j'essaie toujours de faire en sorte que je fasse les choses quand il faut les faire et que je saisisse les opportunités. Et du coup, donc, il y a 2 ans, j'ai fait le grand saut, j'ai créé ma boîte. J'étais à fond, super, pour être conseiller en stratégie d'entreprise. Rien à voir. C'est-à-dire que ça restait un peu dans mon expertise depuis plus de 20 ans dans l'industrie, qui plus est en Allemagne, en milieu international, la rigueur allemande et puis les complexités de ce genre de travail. Vous n'avez pas encore compris, hein? Ah non, mais je suis très dure de la feuille. Vous n'avez pas encore compris le message. Oui. C'est un chemin. Et c'est un chemin. Ouais, c'est vraiment. Je comprends. Et en fait, donc je crée ma boîte en 2 mois parce que je suis plutôt efficace. Et puis après 2 mois, c'est comme un soufflet là, qui redescend, mais direct. Et là, je retombe dans une espèce de dépression terrible. Donc, rebelote. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne pouvais plus rien faire. Alors, je continue à bosser, bien sûr, à côté, mais pour ma boîte, c'était impossible, alors que je savais très bien ce qu'il fallait que je fasse. Impossible. Mais vraiment physiquement, pas de motivation, impossible. pas de... Ouais. Ah non, mais c'était
blocage complet. Et je comprenais pas. Découvrez le pouvoir extraordinaire des vibrations sonores avec Alex Michel, pionnier des fréquences thérapeutiques depuis plus de 20 ans. Imaginez pouvoir transformer votre état de conscience, améliorer votre concentration et votre sommeil grâce à des compositions uniques créées avec une technologie de pointe. Dans cette masterclass, le pouvoir des sons et des vibrations, Alex Michel dévoile les secrets des fréquences sacrées et leur impact profond sur votre bien-être physique et émotionnel. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Et puis jusqu'à ce que... C'était l'année dernière. J'étais tellement désespérée, mon mari était parti en voyage d'affaires en Chine. Donc j'étais toute seule dans mon lit le soir, les enfants étaient couchés et tout. Et puis je me mets vraiment à faire une prière vraiment très très intense avec tout mon cœur. À dire, demander. À demander enfin. Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis aussi paumée? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Qu'est-ce que je comprends pas? Qu'est-ce que je dois faire? Je suis perdue. Aidez-moi. Et la réponse est venue très très vite. Sous quelle forme et de quelle manière et que dit-elle? Alors, ça faisait 5 ans que déjà je m'étais remise à la création, parce que je suis artiste dans l'âme. Et que depuis 5 ans déjà, je faisais des peintures, de la mosaïque, des sculptures, des arbres en pierre, de gemmes, etc. Et je sentais bien que j'avais envie de peindre pour les gens, capter leur essence, leur lumière. Et du coup, je me dis, ça c'est quand même chouette. Et puis, je me suis dit, oui, mais quand même, j'ai tout ce canal qui s'ouvre de plus en plus. Et je ressens tellement les choses. Et je sens que... j'étais comme appelée à me dire, mais maintenant, il faut que tu te mettes au service des autres, en fait. Et donc, je me suis dit, ok. Donc, je vais faire, en fait, ce que je voulais faire. C'est-à-dire, à la base... audit stratégique, flux physique d'informations, dashboard pour les entreprises. Au secours. Voilà. Et on va faire la même chose, mais pour les humains. C'est-à-dire que donc je fais effectivement, par mes lectures d'âme, c'est pas un audit bien sûr, mais par les lectures d'âme, je peux aller voir quels sont les blocages, où ça coince, puisque je suis une experte en flux. L'énergie, c'est du flux. Donc je capte très très vite où les blocages sont, je les identifie, et puis j'accompagne la personne pour débloquer ces... Comment se déroule une lecture d'âme? Alors, c'est très simple, en fait. En général, je prends d'abord contact avec la personne, on a 20 minutes, une demi-heure, où je fais une première lecture rapide pour qu'elle me dise après si ça lui convient ou pas. Je me connecte à la personne, mais c'est instantané, je dirais. Et puis ensuite, je donne simplement les informations que je reçois de la personne. Comment vous arrivent ces informations? Comment vous les percevez? Alors j'ai beaucoup d'images, c'est très très visuel pour moi. C'est aussi des mots que j'entends, des phrases que je vois, et du ressenti aussi. Physique? Ouais. Et donc ça, évidemment, puisque c'est du flux, c'est de l'énergie, tout peut se faire à distance, bien entendu. Et donc alors parce que dans la préparation de l'émission, vous parlez effectivement... Vous vous dites artiste de l'âme, donc vous continuez aujourd'hui la dimension artistique? Ah oui, complètement, parce que en fait, si je fais que les lectures, alors c'est super, c'est bien, mais je me sens pas complète en fait. J'ai besoin de cette création, et pour moi c'est tellement important d'apporter en plus cette création artistique, on va dire, cette œuvre, parce que ça matérialise, ça ramène vraiment dans la matière l'énergie de la personne. Et il y a des fois des gens qui me disent « Ah non, tu vas pas me peindre maintenant parce que là, en ce moment, je vais pas bien et tout. » Mais en fait, au contraire, moi, ce que je peins, c'est la lumière. Je vais aller voir la lumière. Parce que ce qui va soutenir les personnes, c'est justement de voir cette lumière et de sentir que c'est ce qui est en elles, en fait. Et donc, par cette œuvre, on se dit « C'est bizarre ton truc », mais oui, comme tout est vibration, les couleurs, les formes, etc. Donc, on se rend pas compte à quel point l'impact est important sur notre cerveau, en fait, de manière inconsciente. Et donc cette dimension artistique au travers de la peinture, elle ne se fait que sur commande? Ouais, elle se fait sur commande. Mais est-ce que vous pouvez, par exemple, peindre spontanément, sans savoir pour qui, pour quand, pourquoi?
Oui, je le fais bien sûr. Et puis que cette peinture s'adresse en fait à quelqu'un en particulier? Alors, je le fais bien sûr parce que j'ai des moments, j'ai envie de peindre et puis j'ai pas forcément une commande. Bien sûr. Donc, évidemment, je le fais et puis après, je le mets sur mon site et puis si la personne va le trouver beau. Racontez-nous un témoignage fort que vous ayez pu avoir au travers justement de cette dimension artistique, quelqu'un qui vous fait cette commande, oui, qui reçoit le tableau, oui, qui le met sans doute quelque part dans son salon, dans une chambre, et les effets que ça a pu avoir. Alors, vous avez des exemples de ça? Oui, alors j'ai donc une cliente qui a reçu son tableau et elle était justement en pleine transition professionnelle. Et je sais qu'elle m'a appelée pour me dire « Écoute Coralie, je ne sais pas ce que tu as fichu, mais en tout cas, depuis que j'ai ce tableau dans mon cabinet, les choses m'arrivent de manière beaucoup plus fluide. » Ok. Déjà, je trouve ça génial. Ouais. Une autre cliente, en fait, qui, quand elle a vu son tableau, en fait, elle a eu même une réaction très puissante. Les larmes lui sont montées aux yeux immédiatement. Elle m'a dit « Mais qu'est-ce que tu as fait avec ça ?» Et je lui ai dit « Mais ressens, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu captes cette énergie que je t'ai mis dedans ?» Et puis elle m'a dit non au début. J'ai dit et puis de fil en aiguille, je lui ai expliqué de quoi tu as besoin vraiment très très fort en ce moment. Et puis elle m'a dit de cette énergie-là. J'ai dit c'est ça. Est-ce que c'est le tableau, l'œuvre artistique qui vient corroborer ce que vous ressentez dans une lecture d'âme ou l'inverse? Est-ce que vous commencez par la lecture d'âme et ensuite vous dérivez sur le... Alors en général, en général je fais une lecture d'âme et après je fais le tableau. Okay. Voire des fois je fais plusieurs lectures d'âme d'ailleurs, ça dépend. Et après je fais le tableau. Mais bien sûr, dans tout ce que j'ai vu de la lecture d'âme, ça m'a permis d'aller vraiment très très en profondeur. Et le fait de me reconnecter à la personne après, tout me revient de manière beaucoup plus facile. Parce que la lecture d'âme, en fait, c'est comme un espèce de... un dossier d'investigation. On reçoit plein d'informations et puis toutes ces informations-là nous ramènent à d'autres informations et puis après il faut laisser chercher. Enfin, c'est vraiment un chemin pour arriver parfois à quelque chose de vraiment très très profond. Mais c'est une sorte de scanner de la personne, un scan de la personne. Oui, on peut dire ça. Et donc vous allez déceler quoi les messages? C'est quoi? C'est sur quel thème? Est-ce que ça peut être physique, ça peut être psychologique, ça peut être même de la voyance avec des... Alors, la voyance, je suis pas du tout... je pense pas que la voyance... Enfin, pour moi, la voyance, c'est pas... Dès l'instant où on est maître de son existence et de sa réalité, on a tout le moment, on peut changer son orientation de vie. Donc pour moi, la voyance, je suis pas trop... je fais pas du tout ça. Mais par contre, oui, je vais aller scanner, par exemple, qu'est-ce qui la préoccupe aujourd'hui, où l'énergie va baisser, pourquoi, quel est son blocage. Il y a quelque chose qui est inconscient, qui fait qu'elle va avoir, par exemple, des schémas répétitifs dans sa vie. Mais pourquoi Je vais aller trouver l'explication, par exemple. Du coup, vous allez quoi, dans le passé? Oui, je vais dans le passé. Okay, dans les vies antérieures? Alors, ouais, dans les vies antérieures, si c'est nécessaire, mais on a déjà pas mal à faire avec cette vie actuelle. Oui. Mais quand après plein de chemins est fait, effectivement, on peut encore aller voir plus loin. Mais c'est vrai que oui, je vais aller voir dans le passé parce que souvent, on se rend compte que par rapport à tout ce qu'on vit, que ce soit dans la petite enfance et beaucoup dans la petite enfance, ce qu'on a vécu et donc sa propre réalité, l'énergie change. Et c'est au moment où cette énergie change qu'il y a des croyances limitantes qui se font, qu'il y a des traumas qui s'installent, etc. Et donc, c'est aller chercher ces nœuds-là pour aller les déliter. Donc, une lecture d'âme, on n'est pas que dans le constat ou dans l'analyse. Vous pouvez solutionner. Alors, la solution, pareil, quand il y a des personnes qui viennent me voir et qui me disent « Ah, c'est super, tu vas me guérir, ça va être génial après ». Je leur dis « Non, moi, je ne suis pas une magicienne. Le boulot, c'est toi qui vas le faire. Par contre, je peux t'amener les clés. » Bien sûr. Alors du coup, la question qu'on se pose, c'est de se dire, est-ce qu'enfin aujourd'hui vous êtes aligné avec ce que... Est-ce que véritablement, ou dans 5 ans, vous allez nous refaire encore un... Alors je n'espère pas, ce que je sais, c'est que j'ai demandé, parce que je m'étais aperçue que tous les 10 ans, il m'arrivait un gros truc. Et là, on en est où là? Et que donc déjà en 2020, c'était en 2020, 2020 on a eu le Covid du coup, et je leur avais dit, alors... S'il y a encore un gros message à me faire passer, s'il vous plaît, dans la douceur. En douceur, oui, bien sûr. Et parce que maintenant, je
je me souhaite vraiment de la douceur. Parce que je me suis rendu compte aussi que toute ma vie, c'était un combat. Parce que dans ma tête, toujours, on m'a beaucoup inculqué ça. Dans la vie, si tu veux réussir, il faut te battre, il faut y aller, voilà. Et c'est ce qu'on nous inculque tous. Oui, c'est ce qu'on nous inculque à tous, mais en fait, il faut déposer les armes, quoi. Ça ne veut pas dire abandonner, ça veut dire on peut réussir tout, mais sans se forcer, sans être dans la douleur, dans la souffrance. Dans la souffrance. Réussir par la souffrance. Ah oui, beaucoup ont été éduqués de cette manière-là. On fait partie de cette génération de gens qui ont été éduqués de cette manière-là. Et oui, mais bien sûr. Qu'est-ce qu'on s'inflige en fait? On s'inflige des choses abominables. Hein. Oui, c'est vrai. Et parce que quand on se rend compte de ça, c'est vraiment une décision. Et c'est là aussi quelque chose de toutes mes expériences, c'est une décision à prendre. Dans tout, en fait. Quand on décide vraiment que ma vie, elle doit changer, que je ne veux plus telle et telle chose, que j'aspire à telle et telle chose, eh bien, il faut vraiment prendre la décision, il faut acter. Alors après, pour terminer, mais il y a quand même une notion qui est aussi importante, et je sens que les gens derrière l'écran doivent ressentir ça. On sent qu'évidemment, vous avez une stabilité familiale, une stabilité dans votre couple, et que visiblement, si demain vous décidez de changer de vie, c'est pas une transition qui impacte énormément votre vie parce que vous êtes sécurisé d'un autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on pourrait se poser cette question-là. Oui, on pourrait. Voyez oui, c'est vrai qu'on pourrait très bien se poser la question. Il y a beaucoup de gens comme vous qui aimeraient et qui ressentent le besoin de changer de vie. Mais ça implique tellement de choses. Oui. Financièrement, l'équilibre familial, etc., etc. Et on sent qu'il y a des choses chez vous qui n'ont pas dû avoir lieu parce qu'il y avait une assurance de l'autre côté. Alors l'assurance, c'est que déjà les enfants sont grands. Hein. Donc 19 et 21 ans, mais ils rentrent dans la phase d'études et tout, donc financièrement, il faut aussi assurer. Bien sûr. 2 belles carrières avec mon mari, mais du coup, le truc, c'est que quand on a 2 belles carrières, on augmente le niveau de vie et au final, les coûts, on les augmente aussi beaucoup. Et que si vraiment, je veux dire, allez, demain, je quitte tout et puis je fais que ça, si, ça va avoir un gros impact. D'accord. Mais bon, pour l'instant, je mène les deux de front et je pense que cette année, par contre, je vais pouvoir négocier une transition. C'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça que je suis Entre là. autres. Voilà, exactement. Pour prendre cette transition-là. Parce que j'ai vraiment besoin de sentir cet alignement à 100% maintenant. Ouais. Parce que vous ne le sentez pas encore à 100%. Vous attendez de le ressentir, mais il est là. Alors, pourtant l'alignement. C'est vrai, en fait, c'était. Mais il est là. Il est là, oui, il est là, mais j'ai encore un pas dans ma société. Mais en même temps, c'est aussi un truc que je trouve assez génial, c'est qu'au lieu de me dire, oh là là, j'en peux plus, il faut vite que je parte, ça aussi, décision, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je subis ou est-ce que je décide que c'est un super bonus? Donc pour moi, ma société aujourd'hui, c'est mon sponsor. Et je rencontre tellement de gens tous les jours, dans tous les domaines, au niveau international. Je suis avec 20 nationalités différentes tous les jours, je parle 3 langues, c'est super enrichissant. Et oui, ça me permet moi justement de continuer ce travail sur moi et de me rencontrer encore plus, parce que comme on est tous le miroir les uns des autres, plus on rencontre de gens, mais plus on se connaît. Entrepreneuse, accompagnante, lecture d'âme évidemment, artiste de l'âme. Qu'est-ce que vous dites dans un dîner ou avec des amis qui ne vous connaissent pas ou qui vont devenir en tout cas vos amis? Qu'est-ce que vous leur dites? Quand on pose la question, qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est toujours le truc improbable. Eh bien, je leur dis que j'accompagne les personnes qui sont en transition de vie. Ouais. Et que je les aide à trouver vraiment un chemin, peut-être plus rapidement, sachant qu'évidemment, c'est eux qui font le chemin, mais que j'apporte un peu de lumière. Bon, qu'est-ce qui vous manque pour que cette transition soit optimisée à 100%? Je crois qu'il ne me manque rien, c'est en route. C'est maintenant? C'est maintenant, ouais. Bon. Qu'est-ce que vous aimeriez, Coralie? D'abord, bravo pour votre témoignage, parce que il est profond, il est sincère, il est authentique. C'est aussi un témoignage très intime de votre parcours de vie et de toutes ces échéances dans votre vie qui vous ont amené à être celle que vous êtes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous? Eh bien que... En fait, tout ce qui peut nous arriver dans la vie, ça a un but, hein, c'est de nous apprendre quelque chose et puis de retrouver toujours on appelle la meilleure version de soi, mais en fait, c'est pour nous apporter cet amour qu'on oublie trop souvent de se donner. Quelle que soit l'épreuve? Quelle que soit l'épreuve. Quelle que soit l'épreuve, parce qu'en fait, tout est là. Le secret, c'est vraiment l'amour. On est amour. L'univers est amour. Et on l'a complètement oublié. Et retrouver ça, en fait, lève toutes les barrières et on peut apporter et attirer après tout ce qu'on veut dans la vie. On est créateur. On est créateur. Et
c'est très très difficile à entendre parfois parce qu'il y a des gens l'épreuve est vivent douloureuse des épreuves absolument incroyables. Et on se dit toujours qu'il faut laisser du temps. Exactement. Alors évidemment, le temps, c'est nécessaire. Hein. Il y a tout un besoin d'incubation. C'est ce qu'on appelle cette nuit noire de l'âme, mais elle est nécessaire. Et puis toute transformation a besoin de temps et a besoin de ce chaos pour justement aller vers quelque chose de beaucoup plus beau et lumineux. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Bon, vous parlez couramment évidemment l'allemand. Oui. Moi, je suis resté à Der Didas. C'est pour vous dire, on en est très très loin. Mais on va mettre autour de la vidéo évidemment tous les liens qui vous permettront de rentrer en contact avec Coralie, bien sûr, avec le site internet, et puis toute cette approche aussi bien artistique que... Alors thérapeutique, non, parce que vous n'aimez pas le mot thérapeute, vous n'avez pas envie d'être estampillé thérapeute. Plus comme un coach. Voilà, coach de vie, accompagnante de vie, dans ces phases de transition où parfois on se sent complètement perdu et qu'on a besoin d'un certain alignement, et vous êtes peut-être là aussi pour remettre en place. Pour essayer de réaligner, et puis que peut-être les gens soient moins durs de la feuille que moi. Voilà. Merci infiniment. Merci à vous. Saluez toute la famille. Merci. Vous allez repartir en Allemagne alors pour le coup? Oui, dans 2 jours. Dans quelques jours. Bon, formidable. Vous commentez avec bienveillance comme toujours. Prenez contact avec Coralie, le lien autour de la vidéo, et on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Merci à tous.